Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence sur l'indépendance des banques centrales, un mythe, point d'interrogation. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer ces échanges sur un sujet qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, qui est vraiment dans les feux de l'actualité. C'est dans les feux de l'actualité parce que l'indépendance des banques centrales a été théorisée puis pratiquée ces 3 dernières décennies pour un seul objectif, en particulier en Europe, qui était de maintenir la stabilité des prix et donc de lutter contre l'inflation. Or, aujourd'hui, nous avons une hausse des prix qui atteint 6, 8, 10%, voire plus dans certains pays. Donc, l'objectif n'est pas atteint. Comme l'oncle de Boris Vian dans la chanson La Java atomique, je dirais, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et quand j'y retourne, je vois des choses qui sont assez étranges, qui sont passées en particulier depuis l'épidémie de Covid, avec les banques centrales qui ont acheté très très massivement des centaines de milliards d'euros ou de dollars, voire plus, de titres de l'État pour financer les dépenses extraordinaires engendrées par les mesures décidées pour contenir la Covid. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et puis toujours en continuant de regarder, on voit que les banques centrales parlent de toute une série de choses qui ne relèvent pas de l'inflation. Alors, on a depuis 2008 la stabilité financière, hein, après la grande crise engendrée par la faillite de la banque Lehman Brothers. Je me souviens d'avoir entendu l'économiste Michel Agliata dire très tôt après, ça pose une question, parce que ça veut dire que la Banque centrale a d'autres objectifs. Et puis, plus récemment, les banquiers centraux, les banquières centrales parlent de lutte contre les inégalités, de nécessité aussi de prendre en compte la transition écologique. Et donc, les banques centrales font en fait de plus en plus d'arbitrages, et ces arbitrages, on peut se demander s'ils ne sont pas aussi très politiques. Sachant que l'indépendance aussi, c'est un concept qui est relatif. Il y a l'indépendance de droit, qui est celle qui a été accordée formellement aux banques centrales, en France en particulier ces dernières années. Mais il y a aussi l'indépendance de fait, qui est celle qui se pratique. Il peut y avoir des banques centrales indépendantes en droit et dépendantes en fait, et vice-versa. On va aussi en parler. Ce débat, vous pourrez y intervenir avec vos questions, avec un numéro qui apparaît régulièrement ici. Il n'est pas surtaxé, donc profitez-en pour envoyer vos questions. Ne sentez pas de contraintes budgétaires sur ce point. Et donc, on va commencer tout de suite avec, je présenterai mes intervenants au fur et à mesure. Je vais commencer avec Éric Monet. Éric est directeur d'études à l'ES, l'École des hautes études en sciences sociales, professeur à Paris School of Economics. Il est passé par la Banque de France et il a publié l'an dernier un petit livre remarquable, dont j'ai oublié le titre, mais qui va évidemment rappeler, qui posait à la République des idées, mais qui posait la question des banque centrale et démocratie de manière extrêmement vigoureuse et intéressante. Éric est un historien de l'économie aussi. Et donc, je vais commencer par te demander, Éric, de mettre ça en perspective. L'indépendance des banques centrales, est-ce que c'est une nouveauté des 30 dernières années, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire beaucoup plus ancienne des banques centrales modernes, des banques centrales qui a commencé à la fin du XVIIe siècle? Merci Jean-Marc. Donc, je suis ravi quel honneur de commencer, de me donner la parole en premier. Pour répondre à la question, effectivement, le petit livre que j'avais publié l'année dernière s'appelle La Banque Providence, et le sous-titre s'appelle Démocratiser les banques centrales et la monnaie, d'où le lien avec la démocratie, l'indépendance, et ça. Donc, rapidement, en lien avec le thème le titre de la conférence sur est-ce que les banques centrales sont un mythe, l'indépendance. Non, les banques centrales, ça serait un autre sujet qui serait aussi intéressant. Mais... Je voulais faire une annonce, c'est fort. Non, sur l'indépendance, c'était un mythe. Bon, on va en discuter. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'idée, il y a un mythe très fort, qui reste encore très fort, c'est que l'idée que l'indépendance des banques centrales serait quelque chose de relativement nouveau, qui est né dans les années 80, qui aurait été inspiré par les économistes, qui seraient des gens qui auraient toujours le vrai savoir, et que c'est grâce à la science économique que les banques centrales seraient devenues indépendantes. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Je pense qu'on peut dire, sans trop prendre de risques, en fait, la notion et les débats autour de l'indépendance des banques centrales, ils sont aussi anciens que les banques centrales elles-mêmes, dès le début, et sont même, la nature même d'une banque centrale, c'est un moment de sortir du ministère des Finances, du Trésor, la question de la création monétaire. Donc,
par essence même, à un moment, c'est une décision de rendre autonome le pouvoir sur la monnaie par rapport au pouvoir budgétaire. Et donc, à partir du moment où on fait ça, ça donne plus de pouvoir à la création monétaire que quand on mixe, mais puisqu'on donne plus de pouvoir à une institution, tout de suite, la question, c'est est-ce que, en fait, on lui donne trop de pouvoir ? Donc, comment la contrôler et en même temps comment faire en sorte qu'elle soit pas totalement resoumise au gouvernement, etc. Donc en fait, ce débat, il est là dès le début du XVIIe siècle, il est là à la Banque d'Angleterre, etc. Et la définition de l'indépendance va beaucoup évoluer au cours du temps. C'est-à-dire que c'est ça qui est toujours intéressant à voir. Et je pense que c'est intéressant, effectivement, en préambule de cette discussion, c'est que c'est normal en fait que la définition de l'indépendance d'une institution, c'est vrai pour une banque centrale, mais c'est vrai pour d'autres institutions démocratiques, change au cours du temps. C'est normal parce que les sociétés, l'État change, la perception de la démocratie change au cours du temps, et les fonctions des banques centrales changent. Donc pendant très longtemps, la définition d'une banque centrale, c'était d'avoir des actionnaires, de l'indépendance d'une banque centrale, pardon, c'était d'avoir des actionnaires privés. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est ça. Parce qu'en fait, on dit, bah voilà, pour qu'une banque centrale soit indépendante, il faut qu'elle ait des actionnaires privés, sinon l'État va prendre trop de pouvoir. Donc ça, voilà, on est sorti de ce modèle-là. À un moment, on a dit, ça va créer trop de conflits d'intérêts, donc on sort de ça. Alors, il y a quelques banques centrales qui ont encore des actionnaires, mais aujourd'hui, même les banques centrales, effectivement, le cas de la Belgique est vrai, le cas de la Grèce aussi, qui en ont, on a fait en sorte que les actionnaires privés n'ont plus de pouvoir dans ces banques centrales. Mais ça donne un exemple, parce qu'au même moment, mais dès qu'il y a cette indépendance, il y a un retour, un contrôle. C'est-à-dire qu'en même temps, le gouvernement dit, OK, il y a des actionnaires privés qui vont faire avec des dividendes, hein, mais on va limiter les dividendes, on va forcer la Banque centrale à faire quelques missions de service public, etc. On renouvelle tous les 30 ans le privilège. Donc il y a toujours eu ce système en fait, de check and balances, comme on dit en anglais, mais en fait de contrôle. Et donc la définition varie au cours du temps. Ce qui est intéressant aussi, si on se réfère à cette période, donc il y a longtemps, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est que dans ce cadre de l'indépendance, les banques centrales financent directement le gouvernement. Alors il y a une limite qui est votée par le Parlement. Vous voyez, donc c'est un système. Voilà. Aujourd'hui, on en est sorti, et aujourd'hui, tout financement direct du gouvernement par la Banque centrale est jugé contre l'indépendance. Mais on voit que pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Mais ça n'a pas été le cas parce que je reviens, il y avait une limite fixée par le Parlement, débattue par le Parlement, et paradoxalement, et ça on y reviendra, en fait c'était peut-être plus compliqué pour une banque centrale d'acheter de la dette publique parce qu'en fait il fallait qu'il y ait un débat parlementaire, ce qui n'a pas été le cas au cours de la dette publique. Et puis donc après, je vais pas pour faire très rapidement, mais on passe par presque Seconde Guerre mondiale. Les banques centrales là, donc, acquièrent beaucoup d'autres missions. C'est ça pour lesquelles on a quand même, je dirais, une quarantaine d'années entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 70, où en fait la notion d'indépendance un peu s'effrite et puis surtout varie énormément d'un pays à l'autre, parce qu'en fait on a donné aux banques centrales beaucoup d'autres missions, la régulation bancaire, puis même la politique économique, macroéconomique, ce qui est évident aujourd'hui, mais c'était pas le cas avant. Donc il y a des moments, il y a des variations, et alors je finis juste là-dessus. C'est aussi un moment où vient pour la première fois cette idée d'instruction. C'est-à-dire que des gouvernements pourraient donner des instructions aux banques centrales. Ça, c'est les Anglais qui inventent ça en 1946, peu après les Américains. La France commence assez tard, c'est que seulement en 1974 qu'en fait, vraiment, dans le droit, on dit que la Banque centrale peut recevoir des instructions du gouvernement. Et c'est contre ça, cette idée-là d'instruction, sur lequel effectivement le mouvement, la nouvelle définition des banques centrales qui s'est construite autour des années 90, en Europe donc en 93 pour avoir la BCE, s'est construite. C'est-à-dire que là, l'idée, à un moment il y a eu un consensus sur l'idée que le fait que la banque centrale pouvait recevoir des instructions du gouvernement, c'est-à-dire que ce serait le gouvernement qui dise voilà, il faut changer les taux d'intérêt, il faut faire ça. Ça, c'était aller trop loin, et donc on a décidé qu'il fallait revenir à une notion d'indépendance sans l'instruction. Mais on en reparlera bien sûr avec du contrôle par le Parlement, etc. etc. Ouais. Donc interdiction relativement récente des gouvernements de donner des instructions à la Banque centrale, sauf que cette interdiction elle est limitée. C'est-à-dire que par exemple sur le marché d'échange, aux États-Unis, le gouvernement peut parfaitement donner des instructions à la Banque centrale qui peuvent être contradictoires avec les objectifs que suit par ailleurs la Banque centrale. On va continuer dans le fil historique avec toi, Laurence Cielum, donc professeur de sciences économiques à l'Université de Nanterre. C'est toi qui as organisé cette table ronde. Et donc je voudrais juste que tu prennes le relais après ce qu'a dit Eric, donc, pour venir justement à ce qui s'est passé dans les années 1980-1990.
Donc sur les fondements théoriques, comment les économistes théorique puis pratique. D'accord. Hein, voilà, puisque ça a engendré, là pour le coup, on a quand même eu un lien entre des réflections théoriques et des décisions juridiques. Donc en fait, le fondement théorique, la manière dont les économistes théoriquement ont appréhendé l'indépendance des banques centrales, ça se fonde dans des travaux qui commencent à la fin des années 60, avec la verticalité de la courbe de Phillips, enfin la critique de Friedman, de Phelps, comme quoi il n'y aurait pas un arbitrage à long terme entre chômage et inflation. Et donc à ce moment-là, on peut donner la primauté à l'objectif de lutte contre l'inflation. Il y a eu toute la littérature qui a été aussi très inspirante de ça, qui est sur l'incohérence temporelle, c'est-à-dire l'idée que si une banque centrale est dépendante d'un gouvernement, eh bien le gouvernement peut lui dire d'une certaine manière, avant des élections, de relâcher un peu la politique monétaire pour soutenir à court terme l'activité, pour favoriser la réélection. Il y a toutes les, et donc l'idée de l'indépendance à ce moment-là, elle vient comme le fait de lier les mains des gouvernements en fait. Et il y a toute la littérature sur le banquier central conservateur, ce qui est assez drôle d'ailleurs parce que en réalité c'est quand même une conception très très pauvre de ce que de l'indépendance de la banque centrale. Et donc ça, l'idée c'est qu'il faudrait mettre à la tête d'une banque centrale indépendante un gouverneur, enfin un banquier central qui aurait des préférences contre l'inflation, enfin une aversion à l'inflation supérieure à celle du gouvernement. Donc voilà, c'est ce genre de littérature qui a été vraiment mis en avant, et également toute la littérature sur règles versus discrétion, etc. Ce faisant, ce qu'il faut remarquer, c'est que les inflexions de politique monétaire anti-inflationniste, elle date de bien avant l'indépendance des banques centrales. C'est dans les années 70, avec le grand tournant de 79 aux États-Unis. Et d'une certaine manière, donc avec ces apports théoriques, ce tournant qui se focalise uniquement sur la lutte contre l'inflation, l'indépendance des banques centrales, elle a comme ossifié, d'une certaine manière, institutionnalisé cette primauté donnée à la lutte contre l'inflation. Et c'est vraiment une conception très pauvre à mon sens de la manière dont on conçoit la gestion de la monnaie, parce que du coup on évacue la question de la stabilité financière. Donc le présupposé, c'est que si on arrive à maintenir une inflation basse et stable, la stabilité financière, elle vient comme un produit joint. Et ce qui explique en partie pourquoi les banques centrales ont été aveugles à cette énorme résurgence du cycle financier avant la crise de 2007-2008. Elles étaient focalisées dans des politiques de ciblage d'inflation sans se rendre compte que, effectivement, une politique de taux bas, alors que l'inflation n'était pas nécessairement monétaire à ce moment-là. Il faut dire, c'est la période de la mondialisation, il y a des forces autres qui vont dans le sens d'une basse inflation. Et donc, ça a créé des conditions de l'instabilité financière. Or, historiquement, la question du prêteur en dernier ressort, ça fait partie des raisons pour lesquelles, aux États-Unis, par exemple, ça a été une des raisons majeures de la création du Fed. Donc, non seulement on évacue cette question-là, qui revient par la fenêtre avec la crise financière, et le lien avec la politique budgétaire. Mais les deux sont liés parce que quand vous avez une crise systémique, la question budgétaire, elle se pose immédiatement quand on rend flou le système financier. Donc, la question du policy mix aussi est évacuée. Or, tout ça, dans l'histoire des banques centrales, c'est ce que disait Eric, quand on le regarde dans le long terme, en fait, les banques centrales, elles ont été beaucoup plus enchâssées, beaucoup plus encastrées, en fait, dans la vie économique et sociale, que la manière dont on a conçu l'indépendance des banques centrales, qui est beaucoup plus pauvre que ce qu'elles ont fait en réalité. Oui, il faut bien voir que les banques centrales ont été construites sur des histoires très différentes. Bien sûr. La Banque centrale d'Angleterre, elle a été construite pour assurer la crédibilité de l'État comme emprunteur, pour financer la reconstruction de la flotte militaire anglaise, qui avait été détruite par les Français. Il fallait absolument faire ça au plus vite. Le roi n'était plus en crédibilité pour emprunter, et donc la Banque d'Angleterre a été créée. La Réserve fédérale a été créée sur une toute autre histoire. C'est ce à quoi tu faisais référence. C'est après la crise financière de 1907 où il n'y avait pas de prêteur en dernier ressort. Enfin, un banquier, JP Morgan, avait servi. C'est la monnaie élastique. Et donc, il fallait quelqu'un qui puisse prêter en dernier ressort en cas de crise financière. Donc ça, c'est l'histoire américaine. Et l'histoire allemande est encore différente, puisque juste après la Seconde Guerre mondiale, la Bundesbank, qui venait d'être créée, a fondé sa crédibilité en luttant contre
la deuxième hyperinflation allemande, et en plus pas par les taux d'intérêt, mais en restreignant le crédit. Donc il y a des histoires très différentes, et on voit bien qu'il y a une histoire allemande qui l'a emporté dans les années 1970, mais qu'il y a des histoires et qu'il y a des missions des banques centrales qui peuvent justifier aussi leur indépendance, qui sont de nature très très différente. Hélène Ray, tu es professeure d'économie, toi, à la London Business School. Travaille beaucoup sur les dimensions internationales. Donc tu as entendu cette mise en perspective historique. Pour toi, qu'est-ce qui est important par rapport à la notion d'indépendance des banques centrales aujourd'hui? Donc effectivement, la perspective historique est assez fascinante. Donc comme tu viens de le rappeler, la Banque d'Angleterre, par exemple, s'était créée d'une certaine façon pour financer les dépenses militaires. La Banque de France, Napoléon, 1800, c'est un peu le même esprit d'une certaine façon. Et la Banque d'Angleterre, donc c'est intéressant parce que dans les débuts de la Banque d'Angleterre, il y avait cette renégociation permanente entre la Banque d'Angleterre et le gouvernement qui voulait des conditions favorables pour son financement et qui en échange donnait des privilèges à la Banque d'Angleterre, des monopoles, des choses que la Banque d'Angleterre pouvait faire et pas les autres banques privées pour se garantir des revenus qui revenaient après dans les caisses de l'État. Donc c'est constamment cette espèce de rapport de négociation qui a présidé au premier pas de la Banque d'Angleterre. Et au 19e siècle, c'est d'ailleurs David Ricardo, l'économiste célèbre, qui a dit finalement cette histoire de seigneuriage-là, c'est-à-dire seigneuriage, c'est l'habilité de créer de la monnaie et donc d'avoir des revenus. C'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Il faudrait peut-être que ça soit réservé à la puissance publique plutôt qu'à des banques privées. Donc Ricardo a dit, voilà, on devrait vraiment avoir la banque centrale qui soit en charge, qui puisse faire du seigneuriage pour les fonds publics et faire en sorte qu'il n'y ait pas de seigneuriage pour le secteur privé. Mais il a aussi ajouté, quand même, faire ça veut dire faire énormément de confiance au gouvernement. On a bien vu que les gouvernements, de temps en temps, ils abusent un peu. Donc, il faudrait peut-être mettre des garde-fous et il faudrait que cette histoire de seigneuriage, oui, ça soit pour les fonds publics, mais ça soit réservé, c'est des espèces de commissaires indépendants qui sont en charge. Donc, il a déjà pensé qu'il faudrait bien quand même mettre des garde-fous pour que le gouvernement ne puisse pas dire au banquier central « imprime-moi un petit peu d'argent, j'en ai besoin maintenant, etc. » parce que c'est quand même problématique pour justement la stabilité de l'économie. Donc ça remonte, je pense, en fait assez loin. Et effectivement, donc après la théorisation dont a très bien parlé Laurence, les articles d'économie, les problèmes de consistance temporelle, etc., on a mis de façon très formalisée l'indépendance des banques centrales. Donc on a maintenant des banquiers centraux qui, en théorie, ne peuvent pas, n'ont pas de pression politique sur les épaules, vont à la fin de leur mandat et ont un mandat. Alors ça, je pense que c'est très important, un mandat qui est souvent bien défini. Donc par exemple, si on prend la Banque d'Angleterre, il y a une cible d'inflation qui est fixée par le Trésor britannique, mais cette cible d'inflation est bien précise, c'est 2%. Et lorsque le banquier central n'arrive pas à atteindre cette cible d'inflation, il doit expliquer pourquoi. Il doit envoyer une lettre, en gros, expliquer, voilà, j'ai raté ma cible d'inflation, voilà pourquoi je me suis trompé, etc., etc. Donc, l'indépendance va avec un mandat qui est quand même très précis et avec le devoir de rendre compte à des institutions démocratiques de ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose institutionnellement qui est très spécial et qui est très très important pour comprendre ce qu'est l'indépendance des banques centrales aujourd'hui. Donc on imagine que le gouverneur de la Banque centrale anglaise a dû écrire beaucoup de courriers ces derniers mois. En effet. Voilà. Il n'y a pas que ces derniers mois d'ailleurs. Donc merci, on a une belle mise en perspective historique. On a maintenant qu'on vienne au présent avec Sylvie Goulard, donc, qui est gouverneur de la Banque de France, qui est une habituée des Échos, et puis qui était auparavant, si je puis dire, de l'autre côté, c'est-à-dire députée européenne, et donc confrontée à ce moment où la Banque centrale vient rendre des comptes, c'est la notion de accountability
FT en anglais, vient rendre des comptes devant le Parlement européen. Et c'est un moment important de la vie de la Banque centrale européenne, même si c'est pas forcément là-dessus que mes confrères se concentrent. Donc, mise en perspective historique, je voudrais simplement que tu nous dises, toi, où on en est, puis peut-être revenir sur cette question très importante que vient d'évoquer Hélène, qui est celle des mandats. Du ou des mandats, puisqu'ils sont ils sont différents en fait d'une banque centrale à l'autre, et ça a une vraie signification même par rapport à la notion d'indépendance. Ok, bon, merci Jean-Marc. Oui, effectivement, c'est un vrai bonheur d'être au GECO. Je suis toujours contente en plus quand il y a j'imagine des professeurs qui ont emmené leur classe ou des jeunes étudiants qui sont venus. Donc vous n'hésitez pas à poser des questions, à nous dire si on n'est pas clair, parce que ce sont des sujets qui sont quand même un peu abstraits et difficiles. Alors, première remarque, effectivement, je vais m'exprimer en utilisant mes deux casquettes parce que c'est, je pense, plus riche pour vous. Donc, ce que je dis n'engage que moi et ni aucune des deux institutions en tant que telle. D'abord, je crois que ce qui est très important, c'est ce qui vient d'être dit et qui a été bien introduit par les autres, c'est que les banques centrales reçoivent leur pouvoir de la loi ou, dans l'Union européenne, des traités. Donc, il y a un acte démocratique. C'est pas les banquiers centraux qui se lèvent le matin en se disant tiens, je vais faire plutôt ci ou plutôt ça. Ça, c'est le premier point. Donc, vous avez à un moment donné un cadre juridique qui est posé. En Europe, ça a été posé par les traités qui ont été régulièrement ratifiés dans tous les États membres, soit par le Parlement, soit pour Maastricht en France par référendum. Donc ça, c'est un premier point. Après, le fait qu'il y ait un cadre qui ait été fixé n'empêche pas que, évidemment, la vie évolue. Et les banquiers centraux sont au cœur du système économique et de la vie, alors je dirais politique au sens noble du terme, c'est-à-dire l'organisation de la cité, comme on disait en grec. La politique, c'est l'organisation de la vie ensemble. Et ça a été très bien dit, la valeur de l'argent, c'est quelque chose d'important, puisque ça touche votre épargne, le fruit de votre travail, votre salaire. Vous n'avez pas envie que la monnaie se dévalorise. Et donc ça crée une tension, puisque par définition, quand vous avez un cadre juridique, il est posé à un moment donné, de manière forcément assez solennelle aussi, pour que les pouvoirs soient conférés de manière efficace. Et puis ensuite, vous avez l'évolution des choses. Moi, j'attire toujours l'attention des gens sur où on en était quand on a signé le traité de Maastricht, et quand je parle de l'Union européenne. Il y a eu des choses très intéressantes dites sur d'autres pays, mais je vais me concentrer un instant là-dessus. Le traité de Maastricht, il a été préparé à partir de 1988, sommet de Hanovre en juin 88. Le processus d'intégration monétaire a sûrement été accéléré par l'unification de l'Allemagne, mais pas seulement. Les réflexions étaient déjà bien lancées. Et c'était un autre monde. C'était un autre monde parce qu'il n'y avait pas l'intensité de la globalisation qu'on connaît, d'ailleurs dont on ne sait pas aujourd'hui exactement ce qu'elle va devenir, mais la finance jouait un rôle moins important dans l'économie, etc. C'est ce qui peut expliquer qu'à certains moments, évidemment, donc le banquier central a son mandat. Il est normal d'ailleurs que dans une démocratie, les mandats conférés à des autorités indépendantes soient étroits, clairs et profonds. C'était Tommaso Padoa-Schioppa qui disait toujours que la délégation doit être étroite et profonde. Parce que comme ça, on peut contrôler si vous avez bien fait ce qui vous a été confié. Et ça n'est pas un mandat vague et large qui permet des arbitrages et des incertitudes. Donc c'est une question très importante qu'on débat ce matin. Nous avons des comptes à rendre aux citoyens. Nous avons à faire en sorte de rester dans notre mandat, mais encore une fois, comme je le dis, avec cette tension qui est que le monde a changé et que la question de la stabilité financière a été évoquée, elle est extrêmement importante. C'est quoi la stabilité financière? C'est que votre banque, par exemple, ne fasse pas faillite. Que l'argent que vous avez sur votre compte en banque, vous puissiez à tout moment aller le retirer pour l'utiliser. Et que la banque, entre-temps, n'ait pas disparu. Ou que votre compagnie d'assurance qui assure votre maison, votre voiture, soit bien gérée, etc. Donc, c'est des mots un peu abstraits, mais derrière, il y a des choses hyper concrètes pour tout le monde. Donc, cette tension existe. Et sur le changement climatique aussi, on s'est posé énormément de questions. Ça, je peux vous dire qu'il y a eu toute une revue stratégique, il y a eu beaucoup de réflexions pour se demander qu'est-ce qu'on fait face à un phénomène comme le changement climatique. Donc, il y a des personnes qui disent « Ah, vous êtes arrogés des nouveaux pouvoirs ». Je crois que c'est... Enfin, nous, en tout cas, on ne l'a pas senti comme ça et je me sens personnellement très à l'aise. Je pense que c'est relativement légitime. La Banque centrale européenne a un mandat sur la stabilité des prix. Nous savons très bien que la transition qui est devant nous va appeler des changements. Les moteurs thermiques ont été interdits. Eh bien, les entreprises qui fabriquent des moteurs thermiques, soit elles vont se reconvertir, soit elles risquent de faire faillite. Et les faillites peuvent créer des problèmes. Et puis surtout, faire changer les prix relatifs de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique, etc. etc. Donc on a construit une position qui, encore une fois, en démocratie peut être tout à fait débattue, mais qui est de dire, si nous ne nous en occupions pas,
alors nous ne pourrions plus remplir notre mission sur la stabilité des prix. Parce qu'il y a également les investissements dans les éoliennes, dans les énergies vertes, qui font que le prix de l'énergie renouvelable a pu beaucoup baisser ces derniers temps, où certains produits vont devenir rares et les prix vont monter. Il ne s'agit pas d'interférer avec les choix. Il s'agit simplement pour la Banque centrale d'exercer pleinement son mandat, qui est effectivement, au regard des traités, de s'occuper de stabilité des prix. On a quand même une responsabilité pour la stabilité financière qui découle de beaucoup de décisions qui ont été prises d'abord au G20, puis par les autorités européennes. Voilà, donc en fait, ce que je dis surtout pour les jeunes, c'est que ces choses sont jamais tout à fait simples. C'est pas blanc ou noir. C'est pas soit vous êtes totalement indépendant, soit vous êtes et c'est pas démocratique, soit vous êtes contrôlé par le pouvoir et c'est démocratique. D'ailleurs, je prends toujours un exemple qui fait rire en général. Si vous êtes aux États-Unis, il y a une autorité indépendante qui doit absolument être élue, que vous connaissez tous, à laquelle vous ne pensez pas ce matin, qui est le shérif. Nous n'élisons pas nos shérifs. Bon, est-ce que pour ça, nous ne sommes pas une démocratie? Est-ce que le fait que la police exerce ses fonctions, que les magistrats soient indépendants, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être très différentes d'un système politique à l'autre. On peut après avoir toutes les opinions, je ne suis pas spécialement favorable au shérif, mais je sais que cette image marque les gens. Quand on leur dit « Ah, mais même des fonctions régaliennes comme la police ou la justice, il y a des pays dans lesquels les juges sont beaucoup plus élus ou politisés, etc. » Donc, je pense que la réflexion sur les banques centrales, et j'arrête là, il faut la regarder en tant que telle, parce qu'encore une fois, ça touche la monnaie, votre argent, c'est une lourde responsabilité, mais il faut la remettre dans une perspective plus large, qui est la perspective des rapports dans une démocratie entre le pouvoir élu. Et de ce point de vue-là, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les Britanniques et les Américains qui ont des contrôles très poussés des autorités publiques avec des procédures transparentes. Et donc au Parlement européen, ce que nous faisions, mais ça les gens ne le savent pas, donc peut-être qu'il y a des journalistes qui vont en parler plus, c'est que tous les 3-4 mois, le président de la BCE, moi j'ai connu Jean-Claude Trichet d'abord, Mario Draghi ensuite, et Christine Lagarde le fait maintenant, vient devant la Commission économique et monétaire du Parlement européen, et là, le président ou la présidente est interrogé par les députés et c'est à eux de poser les bonnes questions, d'obtenir... Bon, d'abord, il fait un discours ou elle fait un discours, enfin, elle présente ce qu'ils ont fait et puis après, il faut un peu les titiller, je ne sais pas pour l'agressivité, mais une certaine fermeté dans le contrôle. Et l'avantage, c'est que le Parlement, par rapport au Conseil des ministres où le président de la BCE ou la présidente va régulièrement aussi, c'est que vous avez l'opposition. Et je prends un exemple et je termine là. Quand on a eu la crise grecque, vous aviez en Allemagne des personnes qui n'étaient pas d'accord avec la ligne de Angela Merkel et de Wolfgang Schäuble. Vous aviez en Grèce des personnes qui étaient plus ou moins d'accord avec ce que faisait le gouvernement grec. En plus, il y a eu des changements de gouvernement. Et donc, au lieu d'avoir l'Allemagne d'un côté contre la Grèce, si vous allez regarder, parce que tout ça est public et visible, si vous allez regarder les débats qu'il y a eu à ce moment-là, vous vous rendiez compte que vous pouviez avoir des jeux à la fois politiques au sens le plus noble du terme, parfois un peu politiciens, mais qui brouillaient un peu ces espèces de mythes, pour le coup, des positions nationales. Voilà. Donc j'arrête là, mais c'est un sujet sur lequel on pourrait discuter pendant des heures et qui est au cœur, en tout cas, de la vie démocratique. Alors, tu as bien dit que le mandat de la Banque centrale européenne avait été décidé d'une façon démocratique. Les gouverneurs sont aussi, leur nomination, en France en tout cas, est aussi soumise à un contrôle du Parlement. Hein, donc il y a aussi le choix est fait par l'exécutif. Et il est contrôlé par le législatif, donc on voit bien qu'il y a un jeu dépendance-indépendance. Et de même, le président ou la présidente de la Banque centrale européenne, sa nomination passe devant le Parlement européen. Donc on a bien... Oui, je résiste pas d'ailleurs à dire que, et je suis bien placé pour savoir que parfois ça mord, au Parlement européen, il faut avoir la majorité. En France, il faudrait qu'il y ait 4/5 des députés qui s'opposent. Donc c'est là que j'invite tout le monde à regarder les textes, parce que la procédure compte. De même que dans l'indépendance, la possibilité de faire plusieurs mandats ou pas, selon les banques centrales, ça existe ou ça n'existe pas, peut être une garantie supplémentaire, etc., etc. Donc effectivement, on a beaucoup plus de démocratie qu'on ne pense au niveau européen, qu'on ne le dit en général. Et encore une fois, c'est pas anormal que les députés jouent leur rôle, à condition qu'il n'y ait pas des vengeances politiques qui interfèrent parfois aussi.
Oui. Donc là, on a la maison, le cadre qui a été décrit à la fois dans sa dimension historique, institutionnelle. Maintenant, une maison, il y a aussi la façon dont on y vit, dont on habite, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Comment ça se passe dans la vraie vie, et je vais commencer à nouveau par Eric sur ce point. Merci. Effectivement, Jean-Marc, ce que vous disiez tout de suite, là, on a parlé du cadre, vraiment, et je pense que là, il y a un accord, peut-être qu'on peut rappeler rapidement, et c'est que ces institutions sont indépendantes. C'est pas un gros mot au sens où ce n'est pas les seules, et c'est normal dans une démocratie d'avoir des institutions indépendantes. Il y en a d'autres, donc on parle des cours de justice, par exemple, la régulation des médias, l'autorité de la concurrence et tout ça. Et pour revenir, ça a déjà été dit, mais je reviens très rapidement, les raisons pour ça, c'est de pas que certains pouvoirs puissent être utilisés par le gouvernement pour retroubler le jeu politique et le jeu normal des élections. En fait, ça serait de dire qu'un gouvernement pouvant donner des pressions, des instructions à une banque centrale pourrait, juste avant des élections, faire en sorte de baisser les taux d'intérêt, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir un accès au crédit. Et en fait, ça troublerait le jeu démocratique. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la notion d'indépendance, elle n'est pas là pour contraindre la démocratie. Elle est là pour renforcer la démocratie. Et c'est ça qui est important. Et que c'est pas spécifique aux banques centrales. C'est vrai pour de nombreuses institutions. Et dans le domaine financier, il y a aussi les banques publiques. Il y a des banques publiques. Il y a la Banque publique européenne. Il y a en France la Caisse des dépôts. Ces institutions ont aussi de l'indépendance pour les mêmes raisons, pour pas que en fait des élus, en fait pour se faire réélire plus facilement, demandent par exemple à la Caisse des dépôts de construire des routes exactement à l'endroit uniquement pour des raisons politiques. Et c'est important et c'est l'équilibre démocratique. Et comme on disait, le problème c'est que tout ça doit avoir un contrôle parce qu'à partir du moment où on délègue, on donne une mission de service public à une autorité qui est indépendante. Il faut s'assurer qu'elle remplit bien cette mission. C'est-à-dire que les gens ne font pas n'importe quoi, ne vont pas à l'encontre de la mission de service public, du bien public. Et pour ça, donc, il y a deux critères qui ont été rappelés, mais je me permets de revenir dessus parce que c'est important. C'est la définition de la mission, ce qu'on disait le mandat, c'est on va dire, voilà, cette institution, on lui donne une indépendance, mais on lui donne une indépendance pour faire ça, pas pour faire autre chose. Le deuxième critère très important, c'est une capacité de contrôle par le Parlement, c'est-à-dire que il y a le Parlement, les élus, la démocratie, puissent contrôler qu'effectivement cette institution remplit bien sa mission. Donc voilà, c'était le cadre. Maintenant, en pratique, et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en pratique, ce cadre et ce contrôle, comment il fonctionne ? Et là, j'ai une petite différence avec ce qui vient d'être dit avant, c'est sur le cadre, justement, dans l'idéal, on aimerait que ça soit très très bien défini, que ça soit précis, c'est-à-dire qu'une banque centrale, on sait exactement ce qu'elle doit faire et pas autre chose. Et dans les faits, quand on regarde justement les textes légaux qui régissent le pouvoir des banques centrales, en fait, on est très loin de quelque chose de très précis et de bien défini. Donc, même en Europe, même si on fait sur l'Europe, par exemple, il y a les objectifs de la banque centrale, c'est sans préjudice à la stabilité des prix, qui est un objectif, mais qui n'est pas si précis que ça. C'est-à-dire que la stabilité des prix n'est pas, on ne dit pas 2% d'inflation, etc. Donc, ça laisse une marge de manœuvre à qui doit définir la stabilité des prix. En Angleterre, c'est le Parlement. C'est décidé, c'est le Parlement. En Europe, c'est flou. Dans les textes, c'est flou. Donc c'est la Banque centrale qui a dit on va le faire. Si le Parlement n'est pas d'accord, ils peuvent tout nous dire, mais en tout cas, c'est nous qu'on va le faire. Mais là, exemple typique du fait que c'est pas précis dans le texte juridique. Deuxième exemple, là encore en Europe, donc je continue le texte juridique, sans préjudice à la stabilité des prix. La Banque centrale européenne, enfin l'Eurosystème, on pourra noter les différences, mais bref, je réfléchis, doit contribuer à soutenir les politiques générales de l'Union européenne définies à l'article 3. On va à l'article 3, et là, l'article 3, il y a 39 items dans cet article 3. Donc là, on dit, soutenir, qu'est-ce que ça veut dire, qui doit se prononcer, etc. Donc on voit, et si on fait pour la Fed, en fait, on sort public la même chose, c'est que ce n'est pas précis. Ce n'est pas précis, et en fait, pour des bonnes raisons. C'est pas précis pour des bonnes raisons, c'est parce qu'en fait, les banques centrales sont face à des situations extrêmement complexes, et on l'a vu, je veux dire. Bon, presque, heureusement même que les mandats des banques centrales n'ont pas été si précis depuis maintenant. Et donc là, on a quelque chose de compliqué, mais qui n'est pas si compliqué, parce que là encore, c'est pas si exceptionnel en droit, en fait. C'est quelque chose qui font qu'en fait, on a des mandats d'autorité indépendante pas si précis, et donc la question, c'est il faut que ça soit discuté quelque part. Et donc voilà, là encore, on revient au Parlement. Et là, je reviens, là encore, je suis vraiment
d'accord sur l'importance de ce dialogue parlementaire. Et donc, ce qui me semble fondamental dès qu'on parle d'indépendance des banques centrales, c'est sur la qualité de ce dialogue parlementaire. C'est-à-dire sur les équilibres, c'est-à-dire de dire qu'effectivement, il y a des vraies expressions de contrôle et pas des vengeances politiques ou des choses comme ça. Et c'est aussi sur la capacité, ils insistent beaucoup là-dessus dans le livre qui a été mentionné tout à l'heure, en fait, enfin, là où je développe c'est ce livre, sur la capacité du Parlement à vraiment être un moyen de contrôle, donc d'équilibre, et que le dialogue soit équilibré. Et donc pour l'équilibre, ça je pense qu'en fait il faudrait, à mon avis, là où ça pêche un peu en Europe, c'est sur l'équilibre des compétences. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne vient, et en fait a déjà un plan très très précis de l'interprétation qu'elle donne elle-même de son mandat. Et en face, le Parlement a des compétences, les a quelquefois développées. Je pense qu'il y a un exemple très intéressant, par exemple, c'est l'avis du Parlement européen sur le rôle de la Banque Centrale européenne pendant la Troïka. Donc la Troïka, c'était la mission qui avait été faite avec la Commission européenne pour redresser les finances grecques. Et là, la Banque Centrale européenne a été embrigadée là-dedans. Et je pense qu'on peut légitimement dire qu'en fait, elle a été trop loin, qu'en fait, là, elle a vraiment fait des actes qui n'étaient pas bien définis dans ces actes. Et là, le Parlement a totalement raison, a dit la Banque Centrale Européenne est complètement sortie de son rôle. Donc ce Parlement peut jouer un rôle. À mon avis, sur des questions aussi importantes aujourd'hui que la question, par exemple, de l'inflation, de comment lutter contre l'inflation qui est tirée sur les prix de l'énergie, sur les questions d'écologie environnementale, sur les questions de monnaie digitale de banque centrale, on peut revenir, la Banque Centrale Européenne ne peut pas décider toute seule. Et donc, on a besoin d'un Parlement qui puisse vraiment discuter avec la Banque Centrale. Et pour ça, il y a besoin que le Parlement puisse s'appuyer sur une expertise beaucoup plus forte que sur laquelle il s'appuie actuellement. Il utilise une expertise, on pourra y revenir dans le détail. Et donc là, je pense qu'il y a besoin en fait, de réformes institutionnelles, y compris à la zone euro, pour renforcer la capacité du Parlement à s'appuyer sur des expertises différentes pour pouvoir avoir rééquilibrer le dialogue avec la Banque Centrale Européenne. Je voudrais interpeller Sylvie Goulard sur ce point, parce que Sylvie, tu avais joué un rôle important quand il y avait eu la décision, les observations du Parlement européen sur ce qui s'était fait dans le cadre de la Troïka. Mais c'est un cas, tu cites ce cas-là, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Est-ce que, en fait, cette responsabilité qui permet d'assurer correctement ce lien indépendance de la Banque centrale face au Parlement et à l'exécutif, est-ce que ça suppose pas, est-ce que c'est pas largement fictif du fait qu'il n'y a pas les compétences que voudrait voir Éric à la disposition du Parlement? Bon, alors d'abord un petit point sur est-ce que c'est clair, est-ce que c'est pas clair. Si on avait mis des chiffres dans les traités, on aurait le même problème que pour les 3% et les 60% du pacte de stabilité. Donc, en fait, non, mais les rédacteurs des traités ont fait quelque chose. Ils ont clairement fixé un objectif. Je rappelle quand même que, par exemple, l'interdiction du financement monétaire, c'est à ma connaissance l'article le plus vigoureux de tous les traités européens. C'est-à-dire, ça commence par « est interdit », etc. Donc bon, on va pas pinailler, mais c'est vrai qu'il y a ce mécanisme aussi qui fait rebondir sur les objectifs généraux de l'Union, qui, moi, me choque pas, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est indépendant, mais qu'on ne travaille pas de manière isolée par rapport au pouvoir politique, qui d'ailleurs ne se résume pas au Parlement. Donc, quand les gens me disent, mais finalement, comment vous interprétez? On a été voir très très clairement ce que la Commission européenne a fait, validé par le Conseil qui représente les États. Et sur le climat, par exemple, personne ne peut nier que depuis en tout cas l'arrivée d'Ursula von der Leyen, etc., il y a très clairement une feuille de route climat avec ce qu'on a appelé en bon français le Green New Deal et puis Fit for 55. Donc on peut toujours après rêver que les traités soient mieux faits, mais je pense que c'est plutôt sage d'être un tout petit peu dans l'ambiguïté. C'est Napoléon qui disait qu'une bonne constitution doit être courte et obscure. Parce que lui qui a créé la Banque de France, donc, mais en tout cas un petit peu de marge de manœuvre. Alors pour revenir à ce qu'on avait fait, enfin encore une fois, moi, je ne vais pas mélanger avec la Banque de France, je parle de mon passé. Effectivement, sur la Troïka, qu'est-ce qui s'était passé? On avait voulu contrôler la Banque centrale, mais pas seulement la Banque centrale. Alors pour ceux qui sont trop jeunes dans la salle et ceux qui l'ont oublié, la Troïka, c'était un groupement très bizarre, composé de la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, qui avait reçu mission de contrôler en fait la remise en ordre des finances publiques grecques. C'était une décision qui avait été prise par le Conseil européen, donc les chefs d'État et de gouvernement réunis avaient voulu s'appuyer sur l'expertise du FMI, parce que le FMI a l'habitude d'intervenir dans des pays qui ont des problèmes
dette ou de balance des paiements. Il a été créé pour ça, après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est global, hein, le FMI, ça travaille dans le monde entier. Ils ont pu intervenir en Asie. Donc il y avait le FMI. Il y avait effectivement la Commission européenne, qui jusqu'à cette époque-là, en tout cas, avait moins d'expérience, mais qui était l'élément européen commun. Et puis la Banque centrale européenne. Et effectivement, c'est là que, moi, si j'ai un conseil à vous donner, votez pour qui vous voulez, mais votez pour des bons députés, parce que, quelles que soient les compétences inscrites dans les traités, en fait, l'important, c'est qu'à un moment donné, et on l'avait fait de manière transpartisane, on était un petit groupe assez motivé, et il nous semblait important, pour une raison, et je termine là-dessus, il y a un mot-clé. Qu'est-ce qu'apporte un Parlement? C'est un peu plus de transparence. C'est-à-dire que toutes les discussions qui ont lieu au Conseil des ministres, au Conseil européen, à l'intérieur du collège de la Commission, ne sont pas publiques. Et d'ailleurs, sincèrement, qu'il y ait des espaces dans lesquels il y ait des discussions qui ne soient pas publiques n'est pas forcément une mauvaise chose non plus en démocratie, il faut pas. Mais une certaine forme de transparence est, elle, pour le coup, indispensable. Et d'ailleurs, une des choses que vous n'avez pas dites les uns et les autres, c'est l'action qu'a eue le Parlement européen sur les minutes. Et sur la publication des minutes. Alors les minutes, c'est quoi? C'est en quelque sorte le compte-rendu des discussions du Conseil des gouverneurs. Il y a un vrai besoin de transparence. La démocratie, c'est la transparence. Chacun assume les positions qu'il prend. Voilà. Il n'y a pas des génies au Parlement ou des imbéciles ailleurs. Il y a simplement des gens qui sont obligés, devant le public, de montrer ce qu'ils ont fait. Après, il ne faut pas non plus se tromper. Il peut y avoir des instrumentalisations de la transparence, des gens qui n'agissent plus que pour faire croire qu'ils agissent. Enfin bon, bref. Mais avec toutes ces précautions-là, on a pu introduire plus de transparence. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Et je peux vous dire que des trois, c'était pas forcément la BCE avec qui on avait le plus de mal parce qu'on avait beaucoup de contacts. En fait, c'est avec le FMI qu'on a eu le plus de mal pour les faire venir, puisqu'ils voulaient pas venir devant un truc qui pour eux n'était pas grec, donc ils n'avaient pas de compte à leur rendre. Enfin bon, bref, on était arrivé, Christine Lagarde avait été tout à fait ouverte à la fin, mais son staff était très très réticent. Et donc la transparence permet de faire en sorte que vous avez des gens, ils viennent en public, ils disent ou ils disent pas. Faut pas non plus se faire d'illusions, il y a des trucs qu'ils disent pas, mais enfin, ils peuvent en dire un peu plus, et c'est aux députés de poser les bonnes questions, et de reposer les questions, et de reposer les questions. Et la vraie difficulté de la transparence, pour moi, dans la zone euro, c'est que on a trop tendance à mettre un drapeau sur des positions. Et je rappelle, notamment aux plus jeunes, que les gouverneurs siègent au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne en leur nom personnel. Ils sont assis dans l'ordre alphabétique de leur nom de famille. Monsieur Villeroy de Gallo est assis à côté de Monsieur Ignazio Visco, parce que c'est V. Voilà. Et s'il s'était appelé, je sais pas, avec Albert, il n'aurait pas été... Voilà. Pourquoi? Mais c'est très profond. Ça veut dire qu'ils ne sont pas censés représenter leur pays. Le problème, c'est qu'après, quand vous avez dans l'interprétation des minutes, à part des journalistes comme Jean-Marc Vittori, vous pouvez en avoir qui font le raccourci « Ah tiens, l'Allemand n'était pas d'accord ». Voilà. C'est juste une petite précaution. La transparence dans un système qui est une monnaie sans État, contrairement aux États-Unis où, bon, le membre du Kansas du board, j'ai vu la semaine dernière un membre de la Fed qui vient du Kansas. Bon, elle vient du Kansas, mais elle parle quand même la même langue que ceux qui sont en Californie ou dans le Vermont, et il n'y a pas les mêmes antécédents historiques. Voilà. Donc, je ne veux pas être trop longue, mais dans la pratique, oui, on avait mis sous tension, et je pense que c'est normal que lorsqu'un pays, comme ça a été le cas pour la Grèce, a des gros problèmes de finances publiques, que d'ailleurs l'Europe a aidé à résoudre, avec des coûts sociaux qu'on ne peut pas nier, mais malgré tout, la Grèce est aujourd'hui dans une situation qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 10-12 ans, eh bien, il y ait au moins la transparence et qu'on donne aussi une voix aux représentants de ce pays. Et donc, les députés grecs, par exemple, avaient été... Après, vous avez des choses très subtiles. Vous avez la distribution des temps de parole. Qui donne la parole à qui? Non, mais ça, c'est pas négligeable dans un Parlement. Mais j'arrête. C'est moi qui donne la parole, donc je la reprends. Il y a le cadre institutionnel et puis il y a les femmes et les hommes qui travaillent derrière. Dans l'exemple que tu as cité dans le cadre de la Troïka, au FMI, il y avait la personnalité du directeur Europe, du directeur du département Europe, qui a joué un rôle tout à fait important dans ce qui s'est passé, qui n'avait rien à voir avec les institutions, mais qui tenait sur des histoires de personnalité. Laurent, sur cette pratique, ce jeu entre les institutions et les femmes et les hommes d'un côté, et puis dépendance et indépendance de l'autre. Précisément, tu veux dire où est-ce que tu m'amènes vraiment? Par rapport à ce que viennent de raconter Sylvie et Eric, comment est-ce que toi
Alors, je voudrais juste dire une chose qu'on n'a pas dit encore, c'est que l'indépendance des banques centrales, et je dirais juste ça, n'a été conçue que par rapport aux politiques. Or, on peut aussi avoir une autre conception de l'indépendance par rapport au marché financier et à la finance. Et c'est vrai que ça a été conçu à un moment où, comme l'a dit Sylvie, la finance n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça se pose véritablement la question aussi de l'indépendance de ce que fait la Banque centrale par rapport au marché. Alors, tu as introduit cette deuxième partie de la session en disant on a dressé comment était la maison bâtie, et maintenant on va voir comment ça se passe en vrai. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est quels sont les symptômes aujourd'hui de cette espèce de dissonance, d'écart entre l'indépendance des jurés et l'indépendance de facto, c'est-à-dire ce qu'on observe également. C'est-à-dire quels sont les symptômes du fait qu'on a cette espèce de réenchâssement de ce que font les banques centrales dans la politique économique beaucoup plus générale. Le truc le plus marquant de ces derniers mois, c'est quand même le gel des avoirs de la Banque de Russie, à l'instigation des gouvernants qui disent à leur banque centrale indépendante, vous allez geler les avoirs de la Banque de Russie. Donc là, on a vraiment l'introduction de la géopolitique dans l'action des banques centrales, et elles le font. Bon. Donc ça, c'est une première chose, et ça change considérablement les règles du jeu monétaire international. C'est-à-dire que ça a des effets massifs à long terme sur le jeu monétaire international. Un deuxième élément, c'est tout ce qu'on a dit sur le fait que certaines banques centrales se sont réappropriées des fonctions en termes de stabilité financière officielles. Hein. Alors la Banque d'Angleterre notamment, hein, mais avec l'union bancaire sur la BCE, sur le contrôle des banques systémiques. Enfin bon voilà, donc des fonctions en termes macro-prudentiels qui ont des effets redistributifs nécessairement. Hein. Quand on engage un processus de résolution, ben ça a forcément des effets redistributifs. Le fait qu'il est reconnu par les banquiers centraux eux-mêmes, hein, il y a un discours de Isabelle Schnabel sur la responsabilité sociétale des banques centrales qui pointe le fait que les politiques monétaires ont des effets sur les inégalités de revenus, sur les inégalités de patrimoine surtout, et donc de fait, est-ce qu'elles peuvent véritablement, simplement en appliquant leur mandat, ne pas se préoccuper de ça. Et en fait, en réalité, elle s'en préoccupe. Il y a eu un discours de Jérôme Powell au moment de la révision stratégique aux États-Unis. Alors, c'était avant de la résurgence de l'inflation. Enfin, vraiment. Et où il disait, mais maintenant, on va quand même se préoccuper des statistiques ethniques de retour à l'emploi. Donc voilà, il y a des tas de choses comme ça. Et alors pour ce qui est de la transition écologique, bah, c'est évidemment un réenchâssement aussi. Alors les banques centrales, elles y rentrent d'une part par les risques financiers systémiques, hein, et là on est en plein dans leur. Et puis en disant oui, mais les canaux de transmission vont être impactés, voilà. Bon, donc là on renoue aussi avec des choses. Donc je veux dire, là maintenant on a quand même l'impression qu'on est à un moment où effectivement, face à ce constat des effets de débordement considérable quand même de l'action des banques centrales notamment sur la soutenabilité de la dette publique, par exemple. Je veux dire, la manière dont, le niveau des taux d'intérêt a un effet direct sur la manière dont les marchés appréhendent la soutenabilité des dettes publiques. Devant ce constat, on est effectivement obligé de se poser les questions que se pose Eric de démocratisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on introduit du contrôle démocratique là-dedans. Alors, un des problèmes de la BCE, c'est à mon sens, hein, c'est que c'est la banque centrale la plus indépendante, en réalité, et c'est lié à la manière dont elle s'est constituée. Hein. Elle n'a pas face à elle un souverain. Donc, ça veut dire que, et le paradoxe, c'est que, à cause de ça, c'est l'acteur le plus politique qui soit. Puisque finalement, au moment de la crise de la dette souveraine, quel est l'acteur vraiment politique qui a fait face à l'incurie des gouvernements européens face à cette situation? C'est quand même la BCE qui ferme les spreads et qui dit, au nom de la transmission de la politique monétaire, elle assure la pérennité de l'euro. Elle assure la pérennité de l'euro. Dans la mesure où on a fédéralisé la monnaie centrale, mais on n'a pas fédéralisé, on a essayé de le faire avec l'union bancaire, mais on n'a pas été jusqu'au bout, on n'a pas fédéralisé la monnaie émise par les banques. Or, plus de 80% de la monnaie est émise par les banques. Donc ça veut dire que si vous avez une banque d'un pays qui est dans une situation en termes d'endettement public qui peut être attaquée par les marchés, légitimement, les déposants peuvent se poser la question, est-ce que l'assurance dépôt, franchement, elle peut fonctionner Et donc, à ce moment-là, on voit bien que l'euro
de facto est incomplet en réalité, tant qu'on n'a pas une assurance dépôt fédérale et donc tant qu'on n'a pas un backstop public. Donc, dans ces épisodes-là, on voit qu'il y a un truc qui manque quand même, c'est le lien au souverain. D'où la nécessité encore renforcée, à mon sens, d'envisager des procédures de contrôle démocratique avec l'énorme difficulté que le Parlement européen, c'est pas que des pays membres de la zone euro quand même. Donc ça, il n'y a pas un Parlement de la zone euro, en fait, en réalité. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc je pense que nécessairement, ces questions, on est arrivé à un moment où nécessairement ces questions doivent être posées, ce qui ne nécessite pas nécessairement une révision des traités, je pense. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, face à cette incomplétude européenne, c'est pas le cas au Royaume-Uni, c'est pas le cas aux États-Unis, où là, on a des systèmes complets. Donc, Hélène, est-ce que ça marche mieux? Et puis, l'indépendance vis-à-vis qu'a soulevé Laurence, l'indépendance vis-à-vis des marchés financiers. Hein. On avait dit que Greenspan, c'était l'homme qui parlait, donc un ancien président de la Réserve fédérale, c'est l'homme qui parlait à l'oreille des marchés. Mais en fait, on peut se demander si c'est pas l'inverse. Comment ça se passe et est-ce que cette indépendance-là est assurée? Alors, je vais répondre à cette question, mais d'abord sur la pratique, je voudrais quand même signaler qu'on a des travaux de recherche, ce qui lie des indices d'indépendance de banque centrale à l'inflation et au fait qu'on puisse ou pas maîtriser l'inflation. En particulier, il y a un professeur de l'Université de Tel Aviv qui s'appelle Alex Kukierman qui a écrit un livre sur ça. Puis plus récemment, il y a aussi des travaux de Daron Acemoglu et de Simon Johnson qui ont regardé ça de nouveau. Et ces travaux tentent à montrer, alors toujours avec les données ne sont jamais parfaites, elles ne parlent pas forcément de façon univoque selon les échantillons, etc. Mais tentent à montrer qu'effectivement, les banques centrales indépendantes réussissent mieux à maîtriser l'inflation. Donc, en pratique, ça a l'air de marcher. C'est d'autant plus vrai que la qualité des institutions des pays sont dans une espèce de région moyenne. Alors, les pays qui ont des institutions très mauvaises, ça marche pas vraiment, ou ça marche moins bien. Et c'est parce que on peut donner des exemples. Hein, pourquoi ça peut se passer comme ça. On prend par exemple l'Argentine. L'Argentine, peut-être que sur le papier ou pendant un certain temps, la banque centrale était supposée être indépendante, mais de facto, lorsque l'inflation augmente, soudainement, il y a des pressions pour recalculer les indices de prix en enlevant certains biens de l'indice des prix, comme par hasard, pour faire diminuer les chiffres de l'inflation. Ces pressions viennent du gouvernement, et donc le banquier central ne peut pas résister, résiste mal, etc. Donc, quand les institutions sont vraiment de mauvaise qualité, ou deviennent de mauvaise qualité sous l'effet de crises fortes, ça ne marche pas. Donc, d'une façon... ça veut bien dire l'indépendance est érodée. L'indépendance, c'est quelque chose qui doit être pratiqué et qui doit... potentiellement, on doit se battre dans les moments de crise. Et il y a des moments où ça ne marche plus. Quand les institutions sont très bonnes, alors ça marche aussi, mais l'effet additionnel, disons, est plus faible parce que les institutions marchent en général mieux. Voilà, donc ce sont ces travaux empiriques qui tentent à prouver ça, juste pour la pratique. Alors après, donc c'est intéressant ces histoires de lien entre effectivement les marchés financiers et puis ce que font les banques centrales. Un exemple récent, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni il y a très peu de temps sur les fonds de pension britanniques qui se sont trouvés coincés. Ils n'avaient pas de liquidité avec la hausse des taux, en particulier lorsque la Réserve fédérale américaine hausse les taux, mais aussi la Banque d'Angleterre en l'occurrence hausse les taux. Il y avait tout un tas de fonds de pension qui, habitués à des taux très très bas, avaient en fait investi avec des positions, avec des effets de levier pour avoir des rendements un peu plus élevés. Et ils avaient des coussins en capital pour ces entités qui étaient un petit peu off-balance sheet. Ils avaient des coussins en capital qui étaient relativement bas. Et lorsque les taux ont augmenté, ces entités n'avaient plus de capital. Donc, ils ont eu un problème de liquidité à ce moment-là. L'entité globale était solvable, mais ces sous-entités ne l'étaient pas, avaient besoin de liquidité. Et à ce moment-là, il y avait une menace de stabilité financière sur les marchés des bons britanniques, parce que ces entités devaient, puisqu'elles n'avaient plus de liquidité,
vendre les positions qu'elles avaient, qui étaient des bons, des gilts, des bons du Royaume-Uni à 10 ans. Et comme c'était des grosses entités, ça aurait pu déstabiliser la courbe des taux britannique, ça aurait pu conduire à des ventes en chaîne, des effets dominos, et donc un risque systémique. À ce moment-là, l'autorité macroprudentielle anglaise. Alors l'autorité macroprudentielle, c'est différent de l'autorité monétaire. C'est pas il y a un comité monétaire à la Banque d'Angleterre et il y a un Financial Policy Committee qui est un comité en charge de la stabilité financière qui est ça s'appelle une politique macroprudentielle. C'est ce comité-là qui a en quelque sorte pris la direction des opérations et qui a dit, il y a deux solutions, soit ces entités se font recapitaliser par leur board, soit il faut que la Banque d'Angleterre donne de la liquidité en urgence de façon temporaire. Les boards de ces entités ne pouvaient pas bouger pour des raisons, je ne sais pas, administratives, avant 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, quelque chose comme ça. Il y avait un délai. Donc du coup, la Banque d'Angleterre, pour éviter l'effondrement du marché, a dû donner des liquidités en urgence, mais pour une période limitée. Ce n'était pas un problème de solvabilité, donc c'était vraiment une idée de prêteur de dernier ressort temporaire. Nous allons sauver le marché, stabiliser les prix, et après, on reprend la liquidité, en quelque sorte. Donc, on n'a pas d'interférence avec la politique monétaire qui est en charge de la stabilité des prix des biens. Donc c'est important la distinction. Donc là, je pense que c'est utile d'avoir effectivement une distinction institutionnelle entre un comité qui fait de la politique macroprudentielle, du côté financier, et un comité qui est en charge de la politique monétaire du côté de l'inflation. Parce que ça clarifie les rôles, et au moment où le comité qui était en charge de la stabilité financière donne de la liquidité de façon temporaire, le comité qui, lui, était en charge de l'inflation voulait limiter la liquidité, commencer ce qu'on appelle le quantitative tightening, donc diminuer la taille du bilan de la Banque d'Angleterre. Donc en apparence, il y avait une contradiction, mais c'était uniquement en apparence, puisque le comité de stabilité financière, lui, a agi de façon temporaire et bien ciblée, etc., et pour ne pas interférer, encore une fois, avec le côté monétaire. Donc je pense que ces distinctions institutionnelles sont très importantes. Les gens ne connaissent pas forcément l'existence des comités en charge de politique macroprudentielle. Ce sont des entités qui ont été créées pour la Banque d'Angleterre en 2012, Banque de France en 2014, post-2008, post la grande crise financière, et ce sont des entités qui sont importantes. Et alors, donc, je signale ici que je fais partie du Haut Conseil de stabilité financière de la Banque de France, qui est l'autorité macroprudentielle française. Mais je parle uniquement au nom de mon London Business School. Sylvie a une précision importante. Et on est content d'ailleurs que tu fasses partie du Haut Conseil de stabilité financière, mais qui est celui de la République. Parce que peut-être qu'on peut expliquer qu'il est présidé par le ministre des Finances, avec des personnalités qualifiées dont tu fais partie et d'autres personnes dont le gouverneur. Et là, on a inventé quelque chose où c'est le gouverneur de la Banque de France qui fait des propositions, mais c'est décidé ensuite par tout le monde. Donc, il n'est pas totalement intégré à la Banque de France. Donc c'est une différence un peu entre ces autorités macroprudentielles ont des institutions différentes selon les pays. Alors, en France, il est présidé par le ministre des Finances. Ce n'est pas le cas en Angleterre. Laurence. Est-ce que le Haut Conseil de stabilité financière, en France, aurait pu décider une mesure de prêt en dernier ressort? Non. Ça relève de la... Non, mais là, ça rejoint ce que tu disais, Laurence. C'est très justement tout à l'heure que la Banque Centrale Européenne est dans une situation tout à fait particulière, puisqu'il n'y a pas une autorité politique souveraine en face. On dit communément c'est une monnaie sans État, donc il y a des instances européennes, mais à 27, alors que là, on va bientôt être 20 dans la zone euro. Et puis surtout, il n'y a pas d'interlocuteur puisqu'il n'y a pas une autorité politique complète. Et c'est là qu'on voit bien qu'on a du macroprudentiel au niveau national. On en a aussi au niveau européen avec un organisme qui s'appelle le European Systemic Risk Board, qui a été créé après la crise. Mais effectivement, on est souvent dans ce décalage entre ce qui peut être décidé en manière monétaire au niveau conjoint et ce qui relève de décisions qui peuvent d'ailleurs en plus ne pas être très bien coordonnées entre les différents États membres de la zone euro.
Aux États-Unis, Hélène, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le... On a une mécanique différente et on a des marchés financiers qui ont à plusieurs reprises été soupçonnés d'influer de manière peut-être excessive sur la politique monétaire. Oui, alors aux États-Unis, on se rend compte quand on essaye d'estimer ce que fait la Federal Reserve et qu'on regarde les mouvements d'évaluation sur les marchés financiers, on se rend compte qu'effectivement, dans les faits, la Federal Reserve tient compte de ce que font les marchés financiers à différents titres. Donc on a vraiment une réponse de la Banque centrale aux valeurs des actifs, entre autres. Bon, l'économie américaine repose beaucoup plus sur les marchés financiers que l'économie européenne. L'économie européenne est basée beaucoup plus sur l'intermédiation bancaire. Dans la mesure où les marchés financiers ont donc un effet plus important aux États-Unis par la valeur des actions, par la valeur des bons qui sont émis aussi par les entreprises, ça paraît pas absurde que parmi toutes les variables que la Banque centrale regarde lorsqu'elle fixe sa politique monétaire, elle regarde effectivement ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc, bon, il y a une logique dans la conduite de la politique monétaire qui poserait peut-être plus l'accent sur les marchés financiers aux États-Unis qu'en Europe, où on a beaucoup plus un fonctionnement avec de l'intermédiation bancaire. Donc, ça paraît assez logique. Ce qui est intéressant, c'est qu'au point de vue macro-prudentiel, en revanche, les États-Unis ne sont pas très, très avancés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment l'équivalent du Haut Conseil ou du Financial Policy Committee ou de l'équivalent allemand aux États-Unis. Donc là, la Réserve fédérale a certaines prérogatives, mais on a bien vu d'ailleurs, au moment de la crise de 2008, qu'un des problèmes américain, c'était le morcellement des régulateurs entre les différents acteurs sur les marchés financiers, entre les assurances, entre les grandes banques, les petites banques, etc. Et on avait vu à ce moment-là, par exemple, que une grande compagnie d'assurance comme AIG, si vous vous souvenez, qui avait quand même été au cœur de la crise, personne aux États-Unis n'était vraiment en charge de la supervision des fameux CDS, les Credit Default Swaps, qui avait été très problématique. En fait, c'était une sous-entité qui semblait être au Royaume-Uni, qui était en charge, qui n'avait pas vu grand-chose arriver. Donc, ces choses-là sont importantes. On voit bien, donc on a des conceptions très très différentes d'un pays à l'autre. Je voudrais qu'on en parle un petit peu maintenant, peut-être avec Sylvie. Tu connais bien l'Allemagne. Est-ce qu'on regarde ces questions de dépendance, d'indépendance de la Banque centrale de la même manière en Allemagne qu'en France ? Non, les Allemands sont très attachés à l'indépendance de la Banque centrale. D'ailleurs, c'est de notoriété publique qu'ils ont beaucoup inspiré le cadre juridique. Mais quand même, et j'ai eu la chance d'en parler avec Horst Köhler la semaine dernière à Berlin, qui était le secrétaire d'État qui a fait l'euro auprès du chancelier Kohl. Il me disait, évidemment, on ne pensait pas, 30 ans après, être dans la situation dans laquelle on est. Il faut quand même se souvenir que les Allemands, comme d'ailleurs les Néerlandais, au moment de Maastricht, poussaient pour la création d'une entité politique capable de décider, dotée d'un budget, dotée de prérogatives, qui aurait été l'interlocuteur de la Banque centrale européenne. Et que pour des raisons d'attachement à la légitimation démocratique, à l'accountability, pour nos partenaires allemands, néerlandais, mais aussi italiens, britanniques ou peu importe, on ne conçoit pas une entité politique qui ne soit pas responsable devant un Parlement. Donc ça s'appelle une entité fédérale. Et d'ailleurs, en France, on vit avec des tas de choses fédérales au niveau européen sans qu'on en soit mort. Mais dans notre pays, il y a des réticences très fortes. Et en 92, c'est malheureusement la France qui s'est largement opposée à ce qu'il y ait une union politique à la hauteur de l'union monétaire. Donc Jacques Delors disait à l'époque, on a une union économique et monétaire, elle marche sur deux jambes, l'économie et la monnaie, la jambe monétaire est forte, la jambe économique ne l'est pas. Et elle ne peut qu'être économico-politique parce que toutes ces décisions sont extrêmement sensibles, il y a des aspects redistribution, etc. Après, si je puis juste me permettre une petite remarque par rapport à ce que Laurence a dit, et je suis très largement d'accord avec le fait que la Banque centrale a joué un rôle central dans la crise, moi je suis très frappée que personne ne semble se souvenir qu'il y a eu, dans la nuit du 28 au 29 juin 2012, non mais je le dis vraiment parce que vous pouvez aller regarder, vous allez regarder les conclusions du Conseil européen en formation zone euro, vous avez eu ce jour-là une décision dans laquelle les autorités politiques, et encore une fois, mais ça ne me choque pas du tout, la chancelière Merkel, François Hollande qui avait été élu peu avant, Monsieur Rajoy, Monsieur Monti notamment, c'était les quatre qui avaient le plus négocié les uns avec les autres, sous l'impulsion de l'Italie. Il y a eu une décision qui a été prise qui était de dire quoi ? Qui était de dire, quand un pays
c'était vraiment le cas de l'Italie, prend des mesures drastiques pour assurer la stabilité de notre monnaie à tous. Et que malgré des mesures du type une réforme des retraites faite en 10 jours, après on peut aimer, je ne défends pas le contenu, je dis simplement qu'entre décembre 2011 et juin 2012, l'Italie avait fait passer un nombre de réformes absolument incroyables, douloureuses, difficiles. Et malgré tout, l'Italie continuait à être attaquée sur les marchés. Et donc c'est là qu'il y a eu un accord fondamental au niveau politique avec les autres partenaires, mais je vous ai cité les 4 principaux, qui a consisté à dire que dans ces conditions-là, et on lançait aussi en même temps l'union bancaire, donc on savait qu'il fallait régler la question bancaire, que Laurence a bien décrite, ou Hélène, donc on avait besoin d'avoir ce volet macro-prudentiel, de surveiller le système financier, mais que dans ces conditions-là, la BCE interviendrait. Et la chronologie, c'est décision politique fin juin. Je me souviens qu'on avait même eu une discussion au Parlement dans les premiers jours de juillet ensuite. Déclaration de Mario Draghi, vous savez, le fameux I will do whatever it takes and believe me it will be enough. Bon, donc le truc fort destiné au marché, dans la langue des marchés, pour dire la BCE interviendra et aucun acteur de marché ne peut jouer contre la Banque centrale puisque la Banque centrale a des pouvoirs illimités. Donc c'est une guerre totalement asymétrique et celui qui s'y risque sait qu'il est mort d'avance. En français, c'était le quoi qu'il en coûte. Voilà, c'était Et en début septembre, la transformation juridique des décisions du mois de juin, qui était d'un côté au niveau de la Commission européenne un plan pour mettre en place l'union bancaire, et de l'autre du côté de la Banque centrale européenne, ce qu'on a appelé le programme OMT de soutien éventuel. Programme qui n'a pas été utilisé, mais dont la seule existence a probablement évité que les marchés ne challengent l'Italie. Avec dans l'OMT une forte conditionnalité, mais pourquoi c'est très important qu'il y ait eu cet accord de la chancelière et de Wolfgang Schäuble, etc., et de l'Allemagne, qui est quand même la première économie et le pays le plus peuplé de l'Union européenne? C'est parce que quand le programme OMT a été contesté devant les tribunaux en Allemagne, et que ça a abouti à une décision de la Cour de justice, à une décision de la Cour constitutionnelle allemande, le Bund, l'État fédéral allemand, a toujours défendu, et ça je pense qu'on peut rendre hommage aux Allemands, il a toujours défendu la politique qui avait été menée par Draghi. Bien sûr en indépendance, c'est pas Mme Merkel qui lui a dit tel jour tu dis ça et puis tu vas faire l'OMT comme ça, mais il y avait quand même cette espèce de soutien politique en amont. Et je suis personnellement très attachée à l'idée que, je crois que c'est comme ça que les choses, enfin exactement comme ça j'en sais rien, mais c'est en tout cas pas malsain du tout, pour la stabilité de notre monnaie commune, qui est ce dialogue entre les uns et les autres, chacun dans ses responsabilités, mais avec en plus une solidarité, je vous dis, qui s'est prolongée au fil des années jusqu'à la décision de justice. Il faut faire attention, si la BCE se mettait à prendre des décisions complètement, les Anglais diraient out of the blue, sans se demander s'il y a un minimum de soutien, à mon avis, un jour, ça pourrait mal se terminer devant les tribunaux, ça pourrait mal se terminer vis-à-vis des opinions publiques. Et effectivement, pour répondre strictement à la question, oui, l'Allemagne est attachée à l'indépendance. Après, il y a beaucoup de mythes, parce qu'on a dit est-ce que l'indépendance est un mythe, mais en fait, il y a beaucoup de mythes sur les banques centrales. Et on a bien vu que la construction du mythe allemand... En fait, l'Allemagne s'est reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, en étant un territoire divisé, contrôlé par les troupes d'occupation de 4 pays, les USA, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et la France. Et il faut que vous vous souveniez toujours que la RFA, la République fédérale d'Allemagne, donc de l'Ouest, est née en 1949. Le Deutschmark est né en 1948. L'ancêtre de la Bundesbank, qui était la banque des Länder, est né avant, sous d'ailleurs influence des Alliés, etc. Donc les Allemands, ils ont eu aussi besoin de constituer des mythes après-guerre, parce que leur histoire était trop horrible dans les années qui précédaient. Et parce que ça a permis aussi cette stabilité. Ils avaient besoin de se reconstruire, ils avaient besoin de réintégrer la communauté internationale, de donner des super gages de stabilité, des super gages qui ne seraient pas la cause d'un problème quelconque. Et puis petit à petit, ça a été leur intérêt. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour l'attachement des Allemands à un jeu institutionnel très clair, dans lequel, parce que ce qui est chez eux derrière tout ça, c'est l'attachement à la démocratie qu'ils ont si péniblement reconstruite après la guerre. Donc quand on entend en ce moment des critiques à l'emporte-pièce, bien sûr qu'on peut critiquer les Allemands, bien sûr qu'on peut ne pas être d'accord, mais souvent il y a beaucoup de mépris des raisons profondes de l'attachement allemand, parfois un peu excessif, à tous les détails de la construction démocratique qu'ils ont mise en place. Et pour avoir été auditionnés par le Bundestag, pour avoir été auditionnés d'ailleurs par un certain nombre de parlements européens,
Je dois dire que notre pays a beaucoup de choses, à mon avis, à apprendre d'autres, dans le respect des traditions de chacun, mais en tout cas sans mépris. Et effectivement, il ne faut pas que l'indépendance après devienne une obsession, ni que l'inflation devienne une obsession. Mais l'instabilité a été porteuse de beaucoup de troubles, et c'est pour ça qu'ils sont attachés à la stabilité. Hélène, tu as décrit les dispositifs en place au Royaume-Uni, mais aussi sur cette question de l'indépendance. On est dans un esprit évidemment avec une histoire très différente, et puis je pense un état d'esprit aussi qui est très différent de ce qui se passe en Allemagne. Comment est-ce que ce débat sur l'indépendance se pose? Est-ce qu'il se pose différemment de la façon dont il se pose sur le continent? Alors, déjà, le mandat de la Banque d'Angleterre, il est d'abord la stabilité des prix, mais il y a aussi une attention à l'activité économique. Donc, il est un petit peu plus... un peu plus souple que le dispositif du traité européen qui est au fondement de la Banque centrale européenne. Et il y a cette lettre que le gouverneur doit écrire au chancellor à chaque fois que donc, la cible d'inflation qui lui a été donnée n'est pas atteinte. Dans la période récente, alors on a il y a eu pas mal de discussions dans la presse anglaise, suite en particulier au Brexit, parce que le gouverneur précédent de la Banque centrale d'Angleterre, c'était le Mark Carney, avait publié, par exemple, des prévisions sur l'activité économique qui serait affectée par le Brexit. C'est quand même la Banque centrale d'Angleterre, comme toute banque centrale, doit faire des prévisions, parce que c'est quelque chose aussi qu'il faut peut-être expliquer. Pour la politique monétaire, les banques centrales utilisent le taux d'intérêt pour essayer en particulier, pour essayer d'affecter l'inflation, mais l'effet n'est pas immédiat. C'est-à-dire que lorsqu'une banque centrale, par exemple, augmente ses taux d'intérêt, l'effet du taux d'intérêt ne se fait sentir, enfin le pic de l'effet du taux d'intérêt, en général, c'est à peu près 12 mois plus tard, voire un peu plus. Ça dépend des pays, ça dépend des structures, etc. Donc, il est absolument capital que les banques centrales aient des prévisions qui soient les plus fines possibles sur l'activité économique et aussi sur l'inflation dans 12 mois, 15 mois, puisque c'est l'horizon auquel son instrument va mordre. Donc il faut des prévisions qui soient transparentes, qui soient communiquées aussi aux différents acteurs des marchés financiers, aux entrepreneurs, aux ménages. Et dans ce cadre-là, donc Brexit, prévision. Mais comme vous avez peut-être suivi le débat au Royaume-Uni, tout ce qui touchait au Brexit, à un moment donné, était assez, nous dirons, tabou. D'ailleurs, ça l'est toujours un peu, hein, c'est-à-dire qu'il a toujours été très difficile d'avoir une discussion raisonnée avec le gouvernement sur quel a été l'effet du Brexit, par exemple sur l'inflation en ce moment au Royaume-Uni, sur l'activité au Royaume-Uni, etc. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas discutées de façon très transparente. Et à cette occasion-là, il y a eu beaucoup de critiques du gouverneur de la Banque centrale qui faisait des prévisions sur le Brexit. Est-ce que c'était son rôle vraiment de parler, de dire que l'activité économique allait diminuer à cause du Brexit? Ça a été, et c'était un peu une attaque donc sur l'indépendance effectivement du gouverneur. Et vous avez peut-être aussi suivi récemment que le gouvernement très éphémère de Liz Truss, au tout début de son mandat, Liz Truss avait aussi émis des réserves sur l'indépendance de la Banque d'Angleterre. Mais bon, ça n'a pas été suivi d'effet, puisque le gouvernement de Liz Truss est tombé très rapidement. Son chancellor est tombé, et après elle est tombée. Le chancellor, c'est le ministre des Finances au Royaume-Uni. Donc c'est quelque chose, un débat qui ressurgit à cause des difficultés économiques que nous voyons en ce moment au Royaume-Uni. Donc il faut faire attention aux institutions. Et aux États-Unis, au Congrès des États-Unis, il y a toujours une proposition de loi qui traîne pour abolir l'indépendance de la Réserve fédérale. Et c'est quelque chose dont les dirigeants de la Réserve fédérale tiennent compte. Hein. Ils savent qu'il y a un coup près et qui peut ne pas être très loin en cas d'urgence. Absolument. Et sur ça, c'est pour ça aussi que je pense que la Réserve fédérale est extrêmement prudente sur tous les grands sujets, par exemple le climat. Parce qu'il y a toujours ce couperet au Congrès, toujours une aile du Parti républicain qui pense que tout ce qui est le trait au gouvernement
est trop gros, ne devrait pas être là, etc. Et c'est pas uniquement pour la réserve fédérale, c'est aussi pour le financement du FMI. Enfin, il y a toujours ce courant, et donc ça pose une contrainte sur la vie de ces institutions. Éric. Sur ce point, je pense que ce qui est lié à ce qu'on disait auparavant, c'est qu'effectivement, il y a le cadre général, la réponse des banques centrales, et puis il y a vraiment la pratique. La pratique, c'est très important de voir parce que c'est là où, en fait, où se jouent vraiment les enjeux démocratiques. Donc, il faut que cette pratique, vraiment, il y a des contrôles. Et en fait, c'est lié aussi aux différentes expériences internationales. Il y a eu un peu un moment, une sorte dans les années peut-être 90, l'idée que, en gros, les banques centrales auraient le même modèle. Et avec une même définition de l'indépendance, des mêmes modes opérationnels. Et en fait, ce qu'on a vu depuis 20 ans, où les banques centrales sont beaucoup intervenues, c'est qu'en fait, à partir du moment où les banques centrales ont un rôle qui redevient plus important dans l'économie, donc plus politique au bon sens du terme, là encore, comme il était dit, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont un rôle important dans nos vies. Mais en fait, là, forcément, les particularités nationales, qu'elles soient politiques ou juridiques, réapparaissent de manière importante. Et c'est normal. Et donc, c'est lié, là encore, à cette question c'est la pratique qui importe. Et c'est sur ce point, et c'est vraiment ce que je développe dans le livre que vous mentionniez au début, c'est que moi, ce qui me paraît vraiment important, c'est la qualité du débat parlementaire, et vraiment faire en sorte qu'il soit vraiment équilibré, c'est-à-dire qu'on a un vrai équilibre des pouvoirs, et pas seulement une banque centrale qui viendrait expliquer ce qu'elle fait devant un parlement qui poserait des questions, mais n'aurait pas une capacité vraiment de formuler des arguments ou des scénarios de politique économique alternatifs. Et deuxièmement, c'est la coordination. C'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur des grands sujets, sur le climat, sur la question aujourd'hui de la lutte contre l'inflation, en fait, ce que font les banques centrales, c'est en fait a des conséquences pour les autres politiques. Donc, à mon avis, c'est important que les coordinations entre les politiques des banques centrales et les autres types de politiques, que ce soit une politique financière, on parlait du macro-prudentiel par exemple, donc là c'est un bon exemple d'institutionnalisation de la coordination entre la politique de la banque centrale et d'autres types de politiques, et c'est pour ça qu'on a créé ces institutions. C'est un exemple, et c'est un bon exemple qui montre de la nécessité en fait d'expliciter, pour des raisons démocratiques, là encore à la fois démocratiques, mais aussi d'efficacité de la politique économique, d'expliciter ces coordinations entre la politique monétaire et d'autres politiques. Et ça, enfin, je ne sais pas si je peux en jouer en 2 minutes, mais je pense que ce qui est important quand on parle de l'indépendance des banques centrales aujourd'hui, on est revenu, en gros, il y a eu un modèle qui s'est développé pour des bonnes raisons dans les années 90, puis on voit ensuite que le monde a complètement changé. Il n'y a pas forcément besoin de changer le cadre juridique, mais il faut vraiment adapter la pratique. Et si on veut adapter la pratique, je pense qu'il faut insister sur 2 paradoxes qui se sont créés. C'est-à-dire vraiment que les gens qui ont pensé l'indépendance des banques centrales dans les années 90 n'y avaient pas pensé. N'y avaient pas pensé parce que, plus voilà, la situation, l'économie était différente. Et donc ça a créé des situations complètement impensées dans ce qu'était ce cas. Donc ça a créé des paradoxes. Et ces 2 paradoxes, il y en a au moins 2 qui sont importants. Le premier, c'est sur l'achat de la dette publique par la Banque centrale. Ce qui a été donc l'indépendance des années 90, la définition, c'est la Banque centrale ne doit pas financer directement le gouvernement. Alors, j'explique parce que je sais que souvent ça crée c'est un peu difficile à comprendre parce qu'on sait aujourd'hui que la Banque centrale européenne détient 1/3 de la dette publique. Donc comment on peut avoir ça? C'est-à-dire qu'en fait, la Banque centrale, on a dit, ils ne peuvent pas financer le gouvernement sur demande du gouvernement. Concrètement, c'est-à-dire que le gouvernement, il n'a pas le droit de faire un budget en disant, bah voilà, je clôt mon budget, je boucle mon budget avec l'argent de la Banque centrale et on va demander à la Banque centrale. Par contre, la Banque centrale a le droit d'acheter de la dette publique pour les titres pour faire de la politique monétaire. Et donc le paradoxe qui s'est passé, c'est que pas de prêt direct de la Banque centrale au gouvernement, qui existait auparavant, mais qui existait auparavant, je l'ai mentionné au début, avec contrôle parlementaire. C'est-à-dire que le maximum était voté par le Parlement. Donc là, donc ça c'était interdit, mais la Banque centrale pouvait acheter la dette publique sur les marchés. La Banque centrale a acheté énormément de dette publique par les marchés pour des bonnes raisons, pour éviter des crises économiques depuis une dizaine d'années. Et donc on se retrouve dans une situation où la Banque centrale détient 1/3 de la dette publique, mais on ne sait pas où en parler. Et qu'on ne sait pas où est-ce que le gouvernement et la Banque centrale ont parlé de cette situation. Comment le Parlement doit dire cela? Alors, et voilà, la Banque centrale, là, donc en juillet, ils ont dit, maintenant, on va inclure des critères. Et vous voyez, d'un point de vue démocratique, on est quand même sur une situation qui est loin d'être totalement parfaite. Voilà. Et donc ça, c'est le premier paradoxe.
et ce qui n'était pas pensé, quoi. Personne s'était dit, en fait, les banques centrales vont acheter plein de dettes publiques auparavant. Deuxième paradoxe, on pourra en parler plus tard. Non, juste parce que ça s'explique par l'urgence. Hein, ça s'explique par l'urgence. Le temps financier est un temps qui se compte. Voilà. Mais donc, on a une situation. Si on regarde, vous avez peut-être vu ces séries historiques parce que elles sont toujours intéressantes de voir la proportion de la dette publique détenue par la Banque centrale. Et aujourd'hui, donc aujourd'hui, on est à 30%. C'est pas des montants inconnus dans l'histoire. Ça a été connu dans l'histoire, mais paradoxalement, quand ça avait été le cas par l'histoire, ça avait été voté avec accord du Parlement. Donc voilà, on est dans une situation juste paradoxale qui crée en fait une situation institutionnelle qu'il faut juste, donc, à mon avis, clarifier. Voilà. Et le deuxième paradoxe, alors ça c'est le problème parce qu'il il est vraiment de plus en plus mis en valeur par les économistes dans des travaux vraiment universitaires et il est important. Les économistes ont été un peu en retard à se rendre compte de ce deuxième paradoxe. C'était vraiment les gens en sciences politiques qui l'ont mis en valeur depuis une quinzaine d'années. Le premier qui le faisait très bien, c'était un livre de Christopher Adolph, en sciences politiques à Wisconsin, je crois, peut-être le Myth of Neutrality, donc c'était vraiment le titre, et qui disait un argument tout simple, qui disait en fait, à partir du moment où il y a plus d'indépendance juridique, les gouvernements vont plus avoir tendance à nommer au poste de direction des banques centrales des personnes qui sont très compétentes dans le domaine financier, etc., mais en fait ont plus de proximité politique avec eux-mêmes. Et ça, il y a un article récent de Alexander Michalides, Thomas Lambert en économie qui le montre très bien, et qui du coup compare avec les indices dont parlait Hélène tout à l'heure sur l'indépendance des banques centrales juridiques, et montre que du coup, il n'y a aucun lien en fait entre l'indépendance pratique, c'est-à-dire au point de vue politique, c'est-à-dire de l'attachement politique, et l'indépendance juridique. Et les Allemands, nos chers, nous ont donné un bon exemple il y a quelques mois, c'est-à-dire que quand il y a eu un changement de gouvernement allemand, eh bien le président de la Banque centrale allemande a démissionné en disant simplement voilà, j'ai des vues politiques trop contradictoires avec ce nouveau gouvernement, donc je démissionne. Donc ça c'est un paradoxe qu'on peut bien expliquer. Alors question c'est est-ce que c'est grave ou pas? Je veux dire les différences politiques, c'est pas anormal dans une démocratie, mais là encore, ça juste si on se rend compte de ça, on va dire ok, donc peut-être que le mode de contrôle parlementaire, il doit être d'autant plus fort ou d'autant plus justement se reposer sur des expertises autres ou des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi un paradoxe qui n'avait pas du tout été prévu, qui maintenant est bien montré et qui, je pense, qu'il faut prendre en compte si on veut repenser les modes de dialogue et de contrôle parlementaire des banques centrales. L'Allemagne, d'ailleurs, qui est très attachée à l'indépendance de la Banque centrale, a souvent choisi, enfin le gouvernement allemand a souvent choisi de nommer à la tête de la Bundesbank des anciens secrétaires d'État. Enfin, il y a eu toute une tradition, et Jens Weinmann, donc le précédent président de la Bundesbank, était lui-même l'ancien conseiller personnel d'Angela Merkel sur les questions politiques. Donc indépendance d'un côté, mais de l'autre côté des liens, mais c'est aussi nécessaire pour faire de la coordination en confiance. Et entre les différents acteurs, on doit travailler vraiment en confiance dans l'urgence, et donc ça, c'est important aussi de se connaître. Voilà. On en revient toujours sur cette question de l'indépendance et en même temps coordination. Non, ce que je veux dire, à titre strictement personnel, de toute façon, vous n'avez aucun cadre juridique qui vous garantit la qualité des individus, leur qualité morale. Moi, j'ai rencontré dans ma vie, parce que la Commission européenne, c'est pareil, elle doit être indépendante des États. Vous avez des gens qui arrivent à être, tout en ayant été nommés par leur État, suffisamment indépendants pour dire les choses, pour transmettre des messages, mais ne pas être le laquais de leur capital. Puis vous avez des gens dans des cadres qui sont hyper protecteurs, soi-disant, de leur indépendance, qui sont prêts à tout pour leur carrière. Donc bon, ça s'inscrit pas. Je pense que c'est un des éléments de la formation des individus, que la déontologie, le fait de pas faire n'importe quoi, ça doit être à l'intérieur des personnes. Et bon, mais pour revenir à l'Allemagne, et puisqu'on est plutôt français ici, même si avec Hélène on a aussi la chance d'avoir quelqu'un qui est dans des institutions britanniques. Moi, j'attire quand même l'attention d'un public français sur ce qu'Éric a dit, c'est-à-dire, pour les Allemands, c'est plus qu'un paradoxe. Et encore une fois, je reprends pas ça à mon compte en tant que sous-gouverneur. J'exprime simplement ce que j'entends dans des cercles germano-allemands. Pour une partie de l'opinion publique allemande, la Banque centrale européenne a violé son mandat. C'est brutal, mais c'est comme ça. Je dis pas que je reprends à mon compte, encore une fois, mais vous avez des gens qui disent c'est pas parce que vous achetez la dette sur le second marché, mais pas le jour où elle est émise,
que dans le fond, le gouvernement ne sait pas qu'il y aura quelqu'un pour acheter la dette s'il y a un trou, parce qu'on vote quand même tous des budgets en déficit. Et très sincèrement, il y a de bons arguments en faveur de l'intervention des banques centrales, notamment par exemple en mars 2020, quand on avait la menace que l'économie s'écroule, et que vous ne pouvez pas être là et dire mon mandat, voilà, alors qu'on est... Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a quand même arrêté les économies. Un scénario qu'évidemment aucun rédacteur de traité ou de loi n'avait jamais prévu, ni aucun économiste. Donc c'est pour dire qu'il faut faire attention, parce que c'est pas blanc ou noir. Hein. On a quand même en Europe, et il n'y a pas que l'Allemagne. Hein. Vous avez des pays comme les Pays-Bas, vous avez les Pays-Baltes, vous avez l'Autriche. Enfin, vous avez quand même un certain nombre de pays de la zone euro qui, objectivement, ont en tout cas une partie de leur opinion publique, il faut toujours être prudent, ou de leur classe politique, qui est en désaccord. Et dernière toute petite remarque, je pense qu'il faut faire attention à ce qui se passe en Allemagne, parce que la sensibilité à ces questions est extrême, notamment en période de montée d'inflation, ça a été très bien dit tout à l'heure. On n'est pas du tout dans le même cas de figure qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, l'indépendance, c'était on essaye de faire remonter l'inflation, est-ce qu'il faut faire du QE pour ça? C'était des discussions assez techniques. Quand on touche à l'inflation, on touche à votre pouvoir d'achat, on touche à la valeur de vos économies, on touche à ce qui vous reste à la fin du mois, 5% en moins pour beaucoup de familles, de jeunes, d'étudiants, c'est pas rien, etc. Donc, on est dans des contextes où les questions d'indépendance deviennent beaucoup plus, je dirais, vives. Et ça, on a eu quand même 5 membres du Conseil des gouverneurs qui ont démissionné depuis la création de l'euro. Vous allez me dire 20 pays, 5 sur 30, enfin 20 ans. Oui, mais les 5 étaient allemands. Les 5 étaient allemands. Et il y a eu un président de la Bundesbank qui n'a pas voulu devenir président de la BCE. Il y a eu des membres du board qui se sont retirés. La question du mur, qu'on appelait la muraille de Chine quand j'étais législateur et qu'on a fait les textes sur la création des pouvoirs de supervision à la BCE, les Allemands ne voulaient aucune porosité entre ceux qui font la politique monétaire et ceux qui contrôlent les... Donc voilà, il faut faire attention parce qu'on a fait l'euro avec différents partenaires. Les Allemands ne sont pas les seuls, évidemment, ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres pays dans lesquels les positions sont différentes, mais il faut que nous y fassions très attention parce que le jour où un peuple se détournerait de l'euro, ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant, les taux de soutien à l'euro restent extrêmement élevés. L'euro est un beau succès, mais comme l'a très bien dit Laurence, comme ça a été dit aussi par Eric, par tout le monde, on est dans un système inachevé. Et cet inachèvement est porteur aussi de risques pour la stabilité du tout. Alors je suis très inquiet parce que nous avons une seule question. Donc la bonne nouvelle, ça pourrait peut-être être que vous avez couvert absolument tout le champ. La deuxième est moins rassurante, mais je vais te même poser la question qui est là, qui est pour toi Sylvie. Sur quelle grande ligne s'appuie la lutte contre l'inflation, qui est le principal objectif des banques centrales, outre... la théorie quantitative de la monnaie, quoi. Donc, c'est quoi les outils dont vous servez pour... D'abord, il va y avoir une très bonne table ronde cet après-midi sur l'inflation, avec Olivier Garnier, qui est le chief économiste de la Banque de France. En 2 mots, ce sont des choses assez techniques, mais l'un des instruments traditionnels, je crois que c'est Laurence qui l'a dit, c'est que lorsqu'on est confronté à une montée de l'inflation, on monte les taux d'intérêt, décision qui a été prise par la Fed, par la Bank of England, par beaucoup de banques centrales dans le monde, pour que, en fait, l'argent soit plus cher et que l'activité économique, la surchauffe, puisse ralentir. Alors ça, je dirais que ça va bien lorsque on a... D'ailleurs, c'est un peu la situation aux États-Unis, mais je parle sous le contrôle. Moi, je ne suis pas professeur d'économie, vous en avez 3 autour de moi. Hein, donc, modestement, vous avez un pays comme les États-Unis où, en fait, l'économie a redémarré très fort après le Covid, où il y avait des tensions sur le marché du travail et où donc le schéma relativement classique d'un arbitrage entre hausse des prix, augmentation du chômage, permet d'avoir recours aux instruments traditionnels. En Europe, il y a eu certainement aussi un effet qui a été lié, je dirais, à la sortie du Covid et puis aussi quand même à tous les efforts qu'on a faits pour que l'inflation remonte. Il faut quand même pas oublier que la justification d'un certain nombre de mesures, c'était d'éviter que l'économie s'écroule et que donc, si possible, on rejoigne les 2%. Donc chez nous aussi, il y a en partie ce raisonnement, mais l'Europe est frappée par ce qu'on appelle en économie un choc externe. Monsieur Poutine, pour des raisons géopolitiques, et vous avez très bien fait, Laurence, de parler, c'est un très beau sujet sur l'histoire du gel des avoirs. Enfin bon, vous savez tous quand même qu'il y a une guerre sur le sol européen, vous savez tous que ça a eu pour effet de faire augmenter l'énergie, et je dirais sincèrement que c'est le problème économique numéro 1 de l'Europe.
Les États-Unis sont indépendants, ils produisent leur gaz, leur pétrole, on peut aimer ou pas le fracking, je porte aucun jugement, enfin, ils ont de l'énergie bon marché. Vous avez d'autres zones dans le monde qui ont de l'énergie bon marché, et nous n'en avons pas. Et nous devons importer à des coûts qui risquent de rendre certaines de nos entreprises tout simplement non compétitives. Que ce soit le restaurateur qui doit payer l'électricité pour son four, que ce soit des grosses industries lourdes en Allemagne. J'étais hier soir avec des gens de BMW, il y avait des gens de Total. Enfin, c'était un dîner des échos avec le Handelsblatt. Et non, mais sincèrement, les pays qui ont conservé une industrie lourde, et notamment au premier plan l'Allemagne et l'Italie, sont impactés par les coûts de l'énergie plus que la France qui, c'est malheureusement désindustrialisé, c'est pas très bon pour nos régions, pour nos emplois, mais qui au moins en ce moment est moins impacté. Voilà. Bien, ces échanges vont maintenant se terminer. Pour répondre, est-ce que vous avez répondu à la question? L'indépendance centrale, un mythe. Moi, je pense que l'indépendance absolue des banques centrales est clairement un mythe. Hein. Et donc, l'indépendance des banques centrales ne peut être que relative. Et on voit bien qu'ensuite, le relatif est extrêmement compliqué. Il se joue dans les détails, il se joue dans les personnalités, il se joue aussi dans les événements. Et je crois que Eric l'a bien souligné, on a vécu des événements qui étaient totalement imprévisibles, qui avaient été imprévus, inconçu, et donc il faut réinterpréter cette notion d'indépendance relative dans des cadres qui ne cessent de changer, et on pourra reparler de cette indépendance avec peut-être une autre fois en évoquant les crypto-monnaies, puisqu'il y a certaines de ces crypto-monnaies qui veulent être lancées, qui ont été lancées sur une base totalement décentralisée contre tout l'ordre monétaire existant, à commencer par les banques centrales, et donc ça peut amener à renouveler le sujet. Mais le sujet tel que nous l'avons traité là, nous l'avons traité de manière radicalement différente il y a 5 ans, et je suis sûr que dans quelques années, il aura aussi à nouveau beaucoup évolué. Merci à toutes et à tous.